Je me présente, je m'appelle Émilie Levasseur. C'est moi qui vais vous faire une présentation sur le zéro déchet ce soir. Et puis, je suis membre du mouvement citoyen, le mouvement pour une ville zéro déchet, qui s'intéresse au zéro déchet collectif. Mais personnellement, je m'intéresse au zéro déchet depuis, ça fait un peu plus qu'un an, un an et demi peut-être que je suis avec le mouvement. Et puis, mais je m'intéresse au zéro déchet depuis plus longtemps que ça. Donc, ça fait 3 ans que j'ai pris un virage vraiment zéro déchet quand j'ai aménagé dans l'appartement dans lequel je vis actuellement. Avec mon copain, on a décidé qu'on achetait des bocaux et qu'on se mettait au zéro déchet. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Mon virage plus intense vers le zéro déchet. Mais en me renseignant sur le sujet, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais déjà dans un esprit zéro déchet depuis plus longtemps. Puis là, j'entends des petits bruits. Donc, s'il y en a qui ont leur micro d'allumé, je vais leur demander de l'éteindre parce que c'est probablement ça qui fait du bruit. OK, parfait. J'entends encore un bruit. Je ne sais pas qui c'est. Sinon, je vais juste éteindre le son. Parfait. OK. Excusez-moi pour le petit... J'ai perdu mon propre son. Alors, c'est ça, le zéro déchet, ça fait plus longtemps, en fait, que je suis dans une démarche zéro déchet que 3 ans. Je me suis rendu compte que je fais des efforts vers le zéro déchet depuis toute ma vie parce que, en fait, c'est quelque chose que souvent vient de comment on a appris avec nos parents. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Sinon, dans la vie, je suis professeure d'anglais et de français, donc j'aime ça parler, j'aime ça partager des connaissances et puis animer des groupes aussi. C'est pour ça que cette présentation, je vais un petit peu vous poser des questions. J'aimerais ça, ce serait vraiment super si vous pouviez répondre quand je pose des questions. Il n'y a presque rien de pire que de se répondre tout seul pour quelqu'un qui anime un groupe, que ce soit en ligne ou en public. Alors, ma présentation, ça s'appelle 3, 2, 1, 0 déchet parce que pour moi, le zéro déchet, c'est quelque chose qui doit être progressif. Comme presque tous les changements qu'on fait dans notre vie, en fait. Probablement que ça vous est déjà arrivé de prendre une bonne résolution du jour de l'an et de vous dire, je vais tout changer. En 1er janvier, je me mets au sport, je vais aller au gym 3 fois par semaine ou une autre résolution du même genre, puis vous voulez tout changer d'un coup. Puis là, ça ne marche pas parce que parce que c'est beaucoup trop vite. Puis c'est quelque chose qui arrive des fois avec le zéro déchet. Les gens, ils disent, je vais tout faire ce qu'il faut pour être zéro déchet, pour produire zéro déchet. Puis, évidemment, comme c'est trop vite, le changement est trop radical, puis ça ne marche pas. C'est pour ça que moi, ce que je privilégie, c'est des changements progressifs. Donc, 3, 2, 1, 0 déchet, puis avec l'image de la tortue qui va tout doucement, mais qui finit par arriver, alors que le lièvre, lui, il s'est arrêté, puis il s'est endormi parce qu'il était trop fatigué. Alors, c'est un peu ma mentalité, la manière dont je le vois. Donc, maintenant, commençons. Un déchet, c'est quoi? Donc, j'aimerais ça vous donner un petit peu la parole pour quelques instants. Selon vous, un déchet, c'est quoi? Donc, vous pouvez activer votre micro, donner votre réponse, pas besoin de lever la main. Tout ce qu'on jette. Tout ce qu'on jette, parfait. C'est une bonne définition. Est-ce qu'il y en a qui en ont d'autres? Allô? J'ajouterais ce qu'on jette à la poubelle aussi. Bon, il y a tout ce qui est au recyclage, en fait, et tout ce qui est mis à la toilette également. Oui, c'est ça. En fait, tout ce qui est mis à la poubelle, le recyclage, toilette, ça peut être. Il y en a qui considèrent ça comme un déchet, oui?
En fait, c'est aussi des ressources. C'est rejeté par notre ville, mais c'est des ressources sur lesquelles on pourrait aller puiser également. OK. Donc, des déchets, c'est des ressources. Ah, c'est intéressant, ça. Excellent. Donc, c'est ça. La définition de déchets, il y en a évidemment une dans le dictionnaire, mais si vous regardez selon les organismes, selon les gens, tout le monde a un peu sa définition de ce qu'est un déchet. Parce qu'il y a des déchets qui sont effectivement des ressources. Il y a des déchets, par contre, qu'on peut très difficilement ou pratiquement pas utiliser. C'est ça qui, pour moi, est plutôt un déchet. Dans cette optique-là, je vais vous demander de regarder les images que je vous montre, puis vous me dites si c'est un déchet ou pas. Et évidemment, me dire pourquoi. Alors ça, selon vous, est-ce que c'est un déchet ou pas et pourquoi? Difficile? C'est un peu une colle, effectivement. Moi, j'aurais eu tendance à dire que oui, parce que je pense qu'il n'y a pas de réutilisation par la suite. Mais bon, peut-être que je me trompe. Bien, en fait, c'est ça. Les piles, c'est presque toutes. Vous allez voir les images que je vous mets, c'est un peu tous des questions pièges dans le sens où, en fait, on dit déchets comme ça, puis après ça, justement, si on se dit, ah, ça peut être réutilisé, donc c'est pas tout à fait un déchet si ça peut être réutilisé. Mais là, on se dit qu'en théorie, il y a beaucoup de choses qui peuvent l'être. Puis des batteries, on sait qu'il y a des substances dedans qui sont toxiques, puis on sait qu'on ne peut pas les mettre dans le recyclage, qu'il faut les mettre à part, qui sont récupérées. Puis il y a des batteries qui sont rechargeables. Donc, à ce moment-là, c'est aussi des batteries qui peuvent être réutilisées. Donc, les batteries, c'est quelque chose qui, pour moi, devient un déchet ultime éventuellement. Donc, un déchet ultime qui ne peut pas être réutilisé. Mais quand ils sont traités, les batteries, il y a certains métaux, certaines substances dans les batteries qui peuvent être réutilisées et qui sont réutilisées. Mais ce n'est pas une majorité. Alors, une voiture brisée, est-ce que c'est un déchet? Je dirais que non, moi, parce qu'il y a du métal qu'on peut récupérer. C'est pas un déchet ultime, donc je dirais que non. C'est ça, c'est bon. En fait, effectivement, une voiture, ça peut être. Il y a des matériaux qui peuvent être réutilisés. Par contre, comme il y a plein de matériaux mixtes dans une auto, il y a du métal, mais il y a aussi du plastique, il y a aussi du tissu, il y a aussi. En fait, il y a plein de matériaux. C'est beaucoup plus difficile à récupérer parce qu'il faut vraiment séparer tous les matériaux. Donc, malheureusement, il va y avoir une partie du véhicule qui va être des déchets ultimes, puis certaines parties qui vont pouvoir être récupérées comme le métal, en effet. La bouteille de bière, est-ce que c'est un déchet ou pas? Là, c'est facile, là. Étienne, est-ce que tu peux répondre? Non, essentiellement, on peut la réemployer. D'abord, l'usage est à 14 fois en moyenne une bouteille de bière. Et on peut récupérer la silice une fois fragmentée, puis qu'elle est mise dans un système de recyclage. Donc, c'est aussi une matière qui, une fois transformée, redevient le verre, en fait, est éternel si on le remet dans un cycle continu. Bon. Et ensuite, pour certains, ils le valorisent en banc de parc. Ce qui est là, c'est difficile de faire des bouteilles avec les bancs de parc. Mais c'est pas, à mes yeux, c'est surtout pas un déchet, c'est aussi une ressource à exploiter. Excellent. J'aurais pas dit mieux. Marcel a tout dit. Donc, c'est ça. Les bouteilles sont réutilisées 14 fois avant d'être refondues pour refaire des bouteilles. Les bouteilles consignées, on s'entend, parce que les bouteilles qui ne sont pas consignées souvent se mélangent dans les bacs de récupération et peuvent seulement être valorisées. Donc, je vais en parler un petit peu plus tard. Les sacs de plastique, les sacs d'épicerie, là, j'en ai mis des un peu solides, là, mais pensez aux petits sacs transparents là, qu'on retrouve à l'épicerie. Est-ce que ça, c'est un déchet ou pas? Ça dépend des sacs, hein? De plastique. Oh. Ça dépend des sacs, OK? Ce serait quel qui serait moins des déchets, plus des déchets?
la plupart des sacs d'épicerie, en fait, se ramassent à Québec, c'est l'incinérateur, mais dans les dépotoirs aussi. Il y a des endroits où ils sont recyclés. En fait, à Québec, ils nous demandent de les mettre dans les bacs de récupération, mais ils ne sont pas recyclés, les sacs d'épicerie. Donc, au centre de récupération, ils les envoient à l'incinérateur. Donc, les sacs de plastique mince, comme ça, c'est très difficile à recycler. Puis, il faut savoir que la plupart des plastiques ne sont pas recyclables à l'infini non plus. Donc, on peut les recycler, mais pas pour toujours. Éventuellement, ils vont se retrouver des déchets. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, des pelures de clémentine, je pense. Je ne me souviens plus. Alors, est-ce que c'est un déchet ou pas? On peut faire du compostage, non? Oui, on peut faire du compost avec les pelures. Donc, c'est ça, ça va servir, ça va être revalorisé, puis ça va servir à faire pousser des nouvelles plantes, peut-être même des nouvelles clémentines. Donc, c'est pas un déchet ultime. Si on y pense comme ça, parce que moi, c'est ma façon, ma définition du déchet, c'est un élément qui ne pourra pas être réutilisé par nous ou par un autre animal ou une autre plante comme ressource. Donc, c'est ma définition d'un déchet. Quelque chose qui va être généralement négatif une fois laissé dans l'environnement. Donc, c'est un peu comme ça que je vois le déchet. À ce moment-là, ça élargit, ça rétrécit et élargit à la fois ce qui inclut un déchet. Alors, le zéro déchet, qu'est-ce que c'est? Donc, le zéro déchet, je vous ai mis quelques exemples du zéro déchet, comme on le perçoit dans la vie. Il y a des images que j'ai mises ici qui, pour moi, sont plutôt des pièges dans lesquels on peut tomber quand on essaie d'aller dans une dynamique de zéro déchet. Parce que, on va se le dire, être absolument zéro déchet, ne produire jamais aucun déchet, réussir à produire aucun déchet qui ne pourra pas être réutilisé, c'est impossible. Éventuellement, on va produire un déchet ultime. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas être zéro déchet parce que de toute façon, ça ne sert à rien? Mais non, c'est un peu comme beaucoup de choses dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas réduire à zéro déchet qu'il faut vraiment oublier ça complètement. C'est un peu l'idée de l'image du milieu. Avec le fameux bocal, c'était très populaire, là, c'est Bea Johnson en 2013 qui a popularisé cette idée-là parce qu'elle a écrit un livre qui a aussi popularisé beaucoup le zéro déchet. Et puis, où avec sa famille, elle faisait un défi et au bout de l'année, c'est les déchets qu'elle avait dans un bocal. Sauf que ce que j'aime moins avec cette vision-là, c'est que ça oublie les déchets qui se passent à l'extérieur de chez soi. Donc, qu'est-ce qu'on produit à l'extérieur de chez nous? Il n'est pas inclus dans le fameux bocal. Ça peut amener des choses aussi absurdes que demander à ses invités de ramener leur sac de chips à la maison parce qu'on veut avoir le moins de déchets possible. Donc, pour moi, ce n'est pas ça la réflexion qui doit aller vers le zéro déchet, c'est-à-dire avoir le plus petit bocal à la fin de l'année, mais plutôt réfléchir à tous les aspects de notre vie qui produisent des déchets. Donc, pour moi, c'est un peu un piège. Et puis, vous avez aussi l'image à droite, qui est tous les accessoires zéro déchet qui ont fleuri avec la popularité du zéro déchet. Donc, les pailles en métal, les brosses en bois, tout ce qui est fait en bois, en fait. Donc, on vous encourage les entreprises vous encouragent à remplacer tout ce que vous avez de jetable ou de plastique par des accessoires zéro déchet. Le problème, c'est qu'on peut facilement tomber dans la surconsommation en essayant de devenir zéro déchet si on s'intéresse à ces objets-là qu'on achète alors qu'on n'en a pas besoin. Par exemple, la fameuse brosse qu'on voit ici pour nettoyer la vaisselle, si vous en avez une en plastique depuis 20 ans, puis que vous la gardez, puis que vous la cédez à vos enfants dans votre testament, vous n'avez pas besoin d'acheter la belle brosse en bois. Ça va être moins zéro déchet au final que de garder votre brosse en plastique qui fait très bien l'affaire. Même si elle est en plastique, vous l'avez déjà. Donc, ce ne serait pas zéro déchet de la jeter et de créer un déchet. Puis, évidemment, il y a la consigne du verre qu'on voit ici qui est représentée là, à gauche. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va vers le zéro déchet. On en a parlé du verre qui peut être recyclé en verre à l'infini. Donc, c'est vraiment une bonne chose, la consigne, parce que ça permet
de séparer le verre des autres matières et ainsi de recycler le verre complètement. Le terme zéro déchet en tant que tel, qui peut sembler très exigeant, ça vient en fait de l'anglais qui était Zero Waste. C'était un groupe de scientifiques et d'entreprises. En 2002, il y avait eu une conférence, des conférences pour traiter des matières résiduelles dans les entreprises. Puis il y avait beaucoup de conférences sur l'incinération, l'enfouissement. Puis il y a un des scientifiques qui s'appelait Richard Anthony qui, lui, trouvait que ça n'avait pas d'allure, qu'on devrait s'occuper plutôt de ce qui se passe à la base, à la production, pour réduire les déchets au début, plutôt qu'essayer de brûler à la fin. Donc, c'est lui qui est parti, là, le Zero Waste International Alliance, qui s'intéresse au zéro déchet, qui est à tous les niveaux de la production et non seulement gérer les déchets à la fin. Donc, c'est là que c'est parti. Le terme Zero Waste est intéressant. Moi, j'ai un background geek de langue, donc je vais vous parler un peu des mots. Waste, en anglais, ça veut dire déchet en français, mais ça veut aussi dire gaspillage. Donc, zéro waste, en français, ça a été traduit par zéro déchet, mais ça inclut aussi le terme zéro gaspillage. Puis, quand on y pense de cette façon-là, c'est bien parce que c'est déculpabilisant. Déjà, on ne pense pas nécessairement en termes de « je veux avoir rien dans ma poubelle », mais « je veux avoir rien dans ma poubelle qui ne devrait pas y être ». C'est plutôt ça, le zéro gaspillage. Donc, c'est là que ça devient plus intéressant et un peu moins strict et exigeant. Donc, je vous invite à garder ça en tête. Zéro waste, zéro déchet et zéro gaspillage. Alors, le zéro déchet avant le zéro déchet. Alors, en 2002, ils ont inventé le terme zero waste, mais les déchets existaient avant. Je sais que je vous annonce quelque chose de complètement révolutionnaire. Puis, le zéro déchet, la façon de ne pas jeter et de réutiliser, c'est quelque chose que les gens faisaient beaucoup avant nous. Moi, personnellement, j'ai un grand-père qui n'avait pas un, pas deux, mais 3 établis où il gardait tout. Donc, il y en avait un à la maison et 2 à son chalet. Et puis, il gardait tous les bouts de métal, toutes les vis, tous les clous, toutes les planches qu'il trouvait pour pouvoir réparer son chalet et sa maison. Donc, il gardait tout. Puis souvent, on entend dans zéro déchet, il y en a qui l'associent à beaucoup d'autres mouvements, comme le minimaliste, un peu le minimalisme à la Marie Kondo, qui est de se débarrasser de des choses, qui est pas nécessairement dans l'idée de zéro déchet, dans le sens où on peut avoir plein de choses, on les garde dans l'optique de les réutiliser et qu'on les réutilise effectivement, c'est aussi du zéro déchet. Donc, zéro déchet, c'est pas juste avoir moins de choses, c'est en fait d'utiliser les choses et de réutiliser les choses qu'on a chez soi. Sinon, sur l'image, j'ai aussi mis, si on remonte encore dans le temps, une image des premiers camions de vidange qui étaient plutôt à bras, parce que c'est ça l'élément que je voulais vous amener ici, c'est que j'ai découvert dans un podcast qui s'appelle « L'Histoire nous le dira ». Je vous invite à aller l'écouter. C'est sur YouTube, c'est vraiment bien. Donc, c'est sur les poubelles, puis il parlait de l'histoire de la gestion des matières résiduelles dans les villes depuis l'Antiquité. Puis il nous parlait de Eugène Poubelle, qui a donné son nom aux poubelles. Et puis, lui, c'est un administrateur de Paris qui a imposé aux locataires, aux propriétaires, de fournir des poubelles à leurs locataires. Puis dans son projet, ça c'est à Paris, en 1884, puis dans son projet, il avait même prévu qu'il y ait 3 poubelles, qu'il y en ait une pour les matières putrescibles, comme les restes de table, une pour le verre, puis une pour les papiers et tissus. Donc, lui, il avait déjà prévu qu'il y ait une collecte sélective, mais ça n'a pas passé au conseil, malheureusement, à ce moment-là. Sauf qu'on n'a pas inventé non plus la séparation des matières pour les traiter mieux. C'est très intéressant de savoir que c'est quelque chose qui tourne depuis longtemps et qui n'est pas encore tout à fait réglé. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on devient zéro déchet? C'est quoi l'avantage? C'est quoi l'intérêt? Vous, c'est quoi qui vous intéresse dans le zéro déchet? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Dites-moi ça. J'attends. Pour éviter la surconsommation. OK, pour éviter la surconsommation, c'est une bonne raison.
moi, j'avais envie de faire ma part pour l'environnement. C'était une cause qui m'a toujours touchée à cœur, puis c'était une façon de le faire plus familiale ou en tout cas plus personnelle. Puis aussi, c'est dans une optique de développement durable. Moi, je dirais pour éviter les dépenses municipales. Ah, c'est intéressant, ça, ouais. Je n'avais pas entendu celle-là. Pour éviter les dépenses municipales. C'est intéressant parce que c'est ça, quand on demande aux gens pourquoi ils font zéro déchet, c'est toujours un mélange des raisons personnelles, des raisons individuelles, on va dire, puis des raisons collectives. Parce que finalement, ça repose toujours sur ces deux piliers-là, la vie. Et puis, donc, les gens, pour eux, à la maison, souvent, ben, c'est ça, c'est une question de réduire la surconsommation, mais plus encore, souvent, ça va aussi amener des bénéfices comme ça simplifie la vie, dans le sens où si on a moins de choses inutiles, on en a moins à gérer, on en a moins à nettoyer, on en a moins à ranger, on en a moins à acheter, ça coûte moins cher. Donc, ça amène nécessairement des bénéfices individuels. Ça amène à moins gaspiller parce qu'on y réfléchit plus. Avoir une maison moins encombrée, ça peut amener à avoir une maison moins encombrée selon quel genre de consommateur on est aussi. Puis évidemment, au niveau collectif, ben oui, ça va réduire les coûts pour les groupes, donc les villes, les gouvernements à tous les niveaux. Je n'avais pas noté, mais c'est un super bon point. Donc, ça va réduire les coûts. Ça va aussi améliorer, évidemment, moins on produit des déchets, ça va être mieux pour notre environnement. Et puis, ben, ça va améliorer les conditions de vie des gens qui s'occupent de nos déchets après, mais aussi des gens qui produisent nos futurs déchets avant, puis qui, en produisant nos objets de consommation, produisent aussi des déchets qu'ils doivent gérer sur place. Parce qu'il y a aussi ces déchets-là auxquels on ne pense pas, des déchets invisibles de la production de biens de consommation. Alors, des statistiques qui font peur, je ne vais pas vous faire peur longtemps, j'ai juste 3 petites choses. Alors, juste pour vous montrer des chiffres, pourquoi le zéro déchet, c'est intéressant, ben, on produit 2 milliards de tonnes de déchets municipaux par année dans le monde. Au Québec, par personne, en 2015, c'est les derniers chiffres que j'ai trouvés de Statistique Canada. Donc, c'était 749 kg de déchets par personne. Sur mon graphique, on est, si vous ne voyez pas bien parce que c'est écrit petit, dans les bandes oranges du milieu, on est la dernière avant les bandes grises. Donc, on n'est pas dans les pires, mais on n'est pas du tout dans les meilleurs non plus, qu'il y a moyen de s'améliorer, tout en sachant que le fameux 749 kg, qui représente 160 poches de patates, pour ceux qui voudraient avoir une idée de la taille, c'est les 10 livres là, de poches de patates. Donc, ce 749 kg de déchets-là, ça inclut aussi les déchets qui sont faits par les entreprises autour de nous. Donc, si tous les déchets produits par nous et les entreprises au Québec sont divisés par personne, ça donne 749 kg de déchets. Donc, ce n'est pas vous tout seul à la maison, mais toute notre manière de vivre et notre consommation globale au Québec, ça produit cette quantité-là de déchets par personne. Donc là, après, c'est sûr qu'on peut se dire quel poids est-ce que j'ai, moi, sur les entreprises. On va y revenir, mais c'est certain que c'est quelque chose auquel il faut penser. Et puis, rapidement, là, on ne les passera pas un par un, mais parce que vous l'avez sûrement vu, plein de belles chartes comme ça, mais il faut penser aussi que tous les déchets ne sont pas égaux dans la nature. Une fois qu'on les relâche dans la nature, ça ne disparaît pas à la même vitesse et puis ça n'a pas le même impact. Donc ça, c'est quelque chose vers lequel je m'en vais doucement. Tous les gestes zéro déchet n'ont pas le même impact. Donc, moi, ce que je vais vous encourager à faire, c'est faire ceux qui ont le plus d'impact. Donc, peut-être faire moins de gestes, mais faire les meilleurs gestes possibles. Alors, tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin. J'aime beaucoup cette citation-là parce que ça s'applique à beaucoup de choses, mais en fait, à presque tous les changements de la vie. Là, je m'intéresse aux changements positifs, idéalement. Pour le zéro déchet, c'est un peu la même chose. Mais je vais vous raconter une anecdote pour vous illustrer un petit peu ça. Je me suis mis à la course dernièrement, puis je suis un coureur qui s'appelle Johan Rock, qui, lui, il court des ultramarathons, puis des choses comme ça. Puis il racontait parce qu'il court aussi pour aller au travail chaque matin, puis le soir pour en revenir, été comme hiver, tout le temps.
Puis il racontait qu'en fait, quand il a commencé à courir, c'était très difficile. Juste faire 1 kilomètre ou 2 kilomètres, c'était très, très difficile. Puis petit à petit, il a développé une habitude, c'est devenu plus facile. Puis là, ce qui est devenu compliqué, c'est qu'il fallait qu'il choisisse, vu que c'était l'hiver, quand il courait, des fois, il fallait qu'il trouve les meilleurs vêtements, exactement qu'est-ce qu'il lui fallait, qu'est-ce qui était mieux en 2 paires de souliers, quel imperméable était le plus optimal. Puis c'était devenu un peu plus compliqué. Puis plus tard, ben, quand il a eu réglé ça, puis il a décidé quel équipement il voulait, qu'est-ce qui était le mieux pour lui, ben, c'est devenu simple parce qu'il faisait toujours avec les mêmes choses. Il avait développé sa routine, puis c'était facile. Puis maintenant, il fait des choses comme cet été, il a fait un 1000 km de Gaspé à Montréal en 14 jours avec son équipement. Donc, à la fin, ça devient plus facile. Puis pour le zéro déchet, c'est un peu la même chose. Les gens trouvent que c'est un gros changement, puis c'est beaucoup d'efforts, puis c'est compliqué. Puis on ne vit pas dans une société qui rend ça facile. Puis je suis totalement d'accord. Je pense qu'il faut y aller doucement. On commence par quelques gestes, puis on s'y tient. Tout le monde ne peut pas faire tout. Donc, on choisit qu'est-ce que nous, on va faire. On choisit nos batailles, puis on continue dans le temps. Puis éventuellement, on se retrouve avec des petits « Ah, c'est quoi qui est le mieux entre ces deux choses-là? Ça se ressemble. » Puis là, on prend notre décision, on s'informe. Puis après, on développe une habitude qui reste. Puis ça devient la vie quotidienne. Donc, ça ne devient pas plus compliqué que ce qu'on faisait avant. C'est juste que c'est rendu notre nouveau quotidien. Pour décider qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui a le plus, quels gestes ont le plus de valeur, quels sont les plus efficaces dans le zéro déchet, bien, on peut se fier à la fameuse charte des... Bon, là, il y a plein de manières de l'appeler. Ici, c'est les 4 RC. Des fois, c'est les 5 R parce que composter est indiqué sous retour à la terre. Donc, ça fait 5 R. Mais là, moi, je préférais celui-là que je trouvais plus clair. Je vous ai rajouté repenser avec refuser parce que pour moi, ils sont ensemble. Pour vous donner un exemple de chaque type de geste, je vais vous mettre faire une mise en situation. Mettons que je vais à l'épicerie, puis j'achète une pinte de lait puis un poivron, parce que tout le monde a besoin de des pintes de lait puis les poivrons. Si vous n'aimez pas les poivrons, bien là, imaginez-vous un autre légume. C'est pas grave. Donc, j'arrive à l'épicerie, je suis au comptoir, puis j'arrive pour acheter ma pinte de lait puis mon poivron. Si j'utilise des gestes qui font partie de repenser ou refuser, bien évidemment, vous me voyez venir, je vais refuser le sac qu'il m'offre à la caisse parce que je vais avoir repensé, puis je vais avoir mon propre sac réutilisable ou je vais avoir une grosse sacoche ou, vu que c'est juste 2 items, je vais les prendre dans mes mains. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut faire. C'est un peu le plus efficace dans la famille des gestes zéro déchet, on va dire, parce que ça élimine les déchets post-consommation. Donc, en fait, il n'y aura pas de sac à jeter après ou à recycler ou à réutiliser. Donc, il n'y a rien à faire. Puis, il n'y aura pas de ressources qui ont été utilisées, gaspillées et de déchets qui ont été produits en amont parce que ce sac-là, il n'aura pas été créé pour moi. Ça va être un sac de moins qui a besoin d'être créé dans l'univers, un déchet de moins qui a besoin d'être créé et tous les autres déchets qui s'y rattachent. Donc, refuser en repensant, c'est le geste le plus efficace. On peut aussi réduire. Donc, si je trouve ça très lourd, ma pinte de lait, peut-être que je vais avoir le réflexe de demander 2 sacs d'épaisseur. À la place, je vais en demander seulement un. Puis, dans ce geste-là, il y a aussi, là, j'ai le choix entre un sac de papier et un sac de plastique. La fameuse question du sac de papier et du sac de plastique. Ça, c'est pas évident parce que le sac de papier, on sait que c'est plus facile à gérer après. Comme je vous disais, à Québec, entre autres, on ne peut pas recycler les sacs de plastique. Les sacs de papier se recyclent et se compostent. Donc, on se dit, ben c'est beaucoup moins de déchets, le sac de papier. Mais attention, en amont, le sac de papier utilise plus de ressources pour être produit. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Donc là, après, c'est à votre choix de voir qu'est-ce que vous allez faire avec après. Si vous avez plus de réutilisation, de recyclage avec le papier, prenez le papier. Si vous avez besoin de sacs de plastique parce que vous avez des poubelles qui ont besoin de sacs, bien, c'est ça. Donc là, c'est à vous de gérer selon votre vie à vous. C'est juste d'être conscient de ça, cette réflexion-là, c'est ça qui est zéro déchet, en fait. Moi, mettons, je prends le sac de papier parce que j'ai pensé à plus tard qu'est-ce que je vais faire avec. Donc là, on arrive à la maison avec notre sac de papier. Là, le déchet, il est produit. Il existe. L'objet, il existe, il est utilisé, il est chez moi. Il faut que je fasse quelque chose avec.
Donc là, j'ai d'autres gestes que je peux faire. Je peux le réutiliser. J'ai un enfant, donc je vais lui dire, ah, ben, tu peux faire un bricolage avec mon sac de papier. Je peux le réutiliser pour ranger des choses jusqu'à ce qu'un jour, il se défasse. Donc, à ce moment-là, une fois qu'il est défait, il ne peut plus servir de sac. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, là, j'ai le choix entre le recycler et le composter parce que c'est un sac de papier brun, donc les deux se peuvent. On peut le mettre dans le recyclage. Le papier est bien recyclé. Mais moi, vu que je fais du compostage communautaire avec craque bitume, ben, je vais le mettre dans mon compost parce que ça va faire un équilibre de matière. Ça va aider mon compost. Donc, c'est un peu l'échelle qu'on peut suivre pour savoir qu'est-ce qui est le plus efficace, en sachant que refuser et réduire sont plus efficaces que réutiliser, recycler et composter. La fameuse question, on appelle ça comment le bac chez nous? On appelle ça un bac de récupération. Puis, des fois, on dit que les choses vont au recyclage. C'est quoi la différence? Récupération, recyclage? Je voulais juste clarifier ça un petit peu. Donc, à la maison, on a des bacs de récupération les matières vont au centre de tri. Mais au centre de tri, ils vont trier les matières récupérées, mais elles ne seront pas recyclées au centre de tri. Elles vont être envoyées à des endroits qui vont potentiellement les recycler. Puis c'est là que ça devient un peu flou parce que malheureusement, on n'a pas vraiment de suivi à savoir où est-ce qu'elles vont, ces matières, et si elles sont véritablement recyclées. Donc, ce que vous avez à la maison, c'est un bac de récupération. À savoir si elles sont recyclées, il y en a qui sont recyclées, c'est vrai, mais comme on n'a pas de traçabilité, on ne sait pas où elles sont recyclées et la proportion qui est véritablement recyclée, parce que les chiffres qu'on voit quand le gouvernement là, sort des chiffres sur la récupération, c'est ce que nous, on met dans notre bac. Ce n'est pas ce qui est recyclé après. Donc ça, on ne le sait pas véritablement, la quantité qui est recyclée. Donc ça, c'est à garder en tête. Et puis, la valorisation, je voulais vous en parler. Des fois, on mélange recyclage et valorisation. Donc, le recyclage, c'est faire la même chose avec la même chose. La valorisation, c'est faire d'autres choses avec une matière. Par exemple, la Ville de Québec valorise ses déchets en les brûlant. Donc, on fait de la vapeur et de l'énergie. Donc, c'est de la valorisation. Le compostage, c'est une forme de valorisation aussi. Alors, pour refuser ou repenser, moi, j'aime beaucoup cette charte-là. Quand vous êtes au début du cycle, on a plusieurs façons de repenser. Repenser, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, le mieux, c'est évidemment, avant de faire quoi que ce soit, utiliser ce qu'on a chez nous. Donc, je ne vais pas acheter plein de choses. Si, mettons, j'ai besoin d'un sac, justement, réutilisable, puis je n'ai pas de sac réutilisable, bien, je vais peut-être me prendre un vieux drap que j'ai chez moi, puis je vais le coudre de couture, puis ça va devenir un sac. Donc, on va utiliser ce qu'on a. C'est le mieux. Ensuite, emprunter. Évidemment, peut-être pas un sac, là, mais admettons qu'on a une soirée un jour, quand la COVID sera terminée, on va avoir des soirées, on va faire des choses. Et puis, si vous avez besoin d'une robe ou d'un vêtement chic puis vous n'en avez pas, bien, on peut emprunter ou échanger autre chose avec des amis ou avec des gens qu'on a proches de chez soi. Donc, c'est quelque chose que je faisais auparavant quand on pouvait voir des humains, des échanges de vêtements avec des amis. Donc, on venait tous ensemble puis on s'échangeait des vêtements qu'on ne voulait plus. Donc, c'est gratuit. Ça produit 0 déchet. Puis, tout le monde est content parce qu'il repart avec des vêtements gratuits. Acheter d'occasion. Là, on entre dans le cycle où on achète. Par contre, acheter d'occasion, ça ne crée pas de nouveaux déchets parce que c'est déjà des objets qui existaient sur le marché de la consommation. Donc, ça n'en crée pas au début du cycle parce qu'ils sont déjà produits, puis ça n'en crée pas plus à la fin du cycle parce qu'au contraire, on leur donne une deuxième vie avant qu'ils se retrouvent là, à devoir être recyclés ou jetés. Recyclés ou valorisés ou jetés. Fabriquer. Fabriquer, ça peut impliquer des choses neuves ou des choses qu'on a déjà chez soi. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être un peu des deux, mais c'est encore mieux que la pointe de notre pyramide qu'on essaie d'avoir le plus petite possible, c'est d'acheter. Donc, ultimement, on va toujours avoir besoin d'acheter des choses à un moment donné, mais d'essayer de réduire au maximum. Pourquoi pas? C'est le plus zéro déchet possible. Donc, pour savoir encore là, qu'est-ce qui est le mieux? Je vous ai parlé là, de mes 5 R, de mes 4 RC plutôt. Mais il y a un élément aussi que je trouve très intéressant, c'est un principe qu'on retrouve en économie qui s'appelle la règle 20-80 ou 80-20. En fait, ça revient au même. Si j'essaie de l'expliquer simplement, c'est que 20% des efforts dans une situation donnée vont donner 80% des résultats et 80% des efforts vont donner 20% des résultats.
Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si dans une entreprise, si on veut aller rester dans le monde de l'économie, dans une entreprise, souvent, 20% des budgets, en fait, 80% des budgets vont servir à vraiment peaufiner quelque chose pour lequel 20% des budgets ont servi à construire le gros, finalement. Fait que ça, c'est au niveau de l'économie. Si on veut y aller plus petit, avec l'exemple de la vaisselle qui m'a été donné par Mathieu, justement, que je trouvais très bien. Si vous faites la vaisselle, vous allez passer votre guinée sur votre assiette, vous allez enlever le gros avec un petit effort. Donc, avec 20% d'effort, vous enlevez 80% de la saleté sur votre assiette. Puis là, les trucs collés, dans le fond, ça va vous prendre 80% de votre effort pour enlever les 20% qui restent de vos petits trucs qui sont collés dans votre assiette. Donc, c'est ça que je veux dire par le 20-80, puis c'est un principe que je vous encourage à appliquer au zéro déchet, mais dans le bon sens. Parce que l'objectif, c'est pas de mettre 80% de vos efforts pour avoir 20% des résultats. Vous ne voulez pas concentrer tous vos efforts sur, justement, changer vos pailles, puis des choses qui ont beaucoup moins d'impact que d'autres. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre le moins d'efforts possible pour le plus de résultats. Parce que de toute façon, on a un temps limité dans notre vie. Tout le monde a un temps limité. Donc, on n'a pas le temps nécessairement de mettre toute cette énergie-là pour voir pas beaucoup de résultats. Donc, moi, ce que je vais essayer de vous aider à faire, c'est de mettre moins d'efforts pour plus de résultats. Comment on fait ça avec les 4 RC, mais aussi en sachant qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qui se retrouve dans nos poubelles. Donc, au Québec, en 2015, ce qui se retrouvait dans les poubelles et le recyclage, 5 poubelles et recyclage, c'était, vous le voyez, beaucoup de matière organique. Alors, à Québec, pour l'instant, on n'a pas de cueillette de matière organique, même si ça s'en vient avec le centre de biométhanisation. J'en reparle plus tard. Sinon, on voit aussi qu'il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de papier et carton. Les encombrants et CRD qui est l'acronyme pour construction, rénovation, démolition. J'ai toujours envie de dire destruction, mais c'est pas ça, c'est démolition. Les plastiques, le verre, textiles, métaux, autres. Et puis les RDD, c'est les résidus domestiques dangereux comme les fameuses batteries dont on parlait tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui est le plus gros? C'est là qu'on devrait concentrer nos efforts pour avoir le plus de résultats possible aussi. Oups, non. Alors, ma technique. Je vous parle de ma technique tout de suite. Pour choisir qu'est-ce que vous allez faire pour être zéro déchet, vous, chez vous. Donc, dans le chat, je vous invite à ne pas y aller tout de suite parce que vous ne m'écouterez plus, mais j'ai mis une liste de trucs et astuces que j'ai faites qui incluent pas mal celles que je connais dans la vie. Donc, à celle-là, vous pourrez, c'est un document Word, vous pouvez télécharger, ajouter ce que vous voulez. Donc, l'idée, c'est de regarder tous les trucs qui sont possibles. Là, je vous ai mis un petit exemple avec juste les choses qui sont possibles dans la cuisine. Donc, on regarde les choses qui sont possibles de faire dans la cuisine. Puis dans cette liste-là de choses possibles, l'idée, c'est d'encercler qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour vrai, là. Soyez honnête avec vous, là. Puis encerclez juste qu'est-ce que vous vous dites, ouais, ça, c'est quelque chose que je pourrais faire. Une fois que vous avez fait cette étape-là, regardez la liste, encerclez ce que vous pensez que vous pouvez faire. Bien là, il vous reste juste à décider qu'est-ce que vous allez faire là-dedans. Parce que vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous pouvez faire une seule chose. Vous pouvez en faire 2, vous pouvez en faire 15. C'est vraiment comme vous voulez. Donc, à ce moment-là, l'idée, c'est d'essayer de faire les choses qui sont les plus efficaces. Comment on fait ça? Bien, on regarde dans quelle partie de mes 4 RC ça se retrouve. C'est des initiatives qui font partie de quoi? Donc là, moi, j'en ai choisi dans cette liste-là. Et puis, j'ai écrit à côté, ils font partie de quel type de geste. Donc, évidemment, les plus efficaces, c'est réduire et refuser. Mais empêchez-vous pas de faire d'autres listes que ça vous tente de faire parce qu'ils sont dans d'autres sections. C'est juste que je vous dis, vous allez voir qu'est-ce qui est plus efficace puis qu'est-ce qui est moins efficace. Puis évidemment, ben, c'est plus logique d'essayer de faire le plus efficace en premier. Donc, je ne vous présente pas tous les gestes qu'il y a ici. Vous pourrez les regarder tranquillement. Par contre, j'en ai choisi quelques-uns que j'aime particulièrement, que moi je fais, et puis que des fois, ils ont besoin d'un peu d'explication. Donc, je vous les présente maintenant. Il y en a 8, puis ensuite, à la fin complètement, si vous avez des questions, évidemment, vous pourrez me les poser. Alors, quelques trucs et astuces que moi, j'aime beaucoup. Planifier. Donc, les gens, ils trouvent ça compliqué, le zéro déchet, parce qu'il faut planifier. Mais, comme je vous disais, ça devient facile à la longue. Au début, c'est plus compliqué, mais à un moment donné, on se
on se crée une routine. Puis, quand on sort, de se préparer à, bon, c'est sûr qu'on va moins au resto, mais justement, qu'on prend des choses pour emporter, pour manger dans un parc, de moins en moins, parce qu'il va faire un peu froid, mais d'amener un petit kit de survie, d'amener une fourchette, un couteau, une fourchette puis une cuillère ou les deux intégrés, un couteau un petit peu en plastique si jamais on a peur d'avoir des restes, un napkin, donc certaines choses comme ça pour ne pas avoir besoin de votre tasse à café, votre bouteille d'eau pour ne pas avoir besoin d'acheter quand vous êtes dehors. Parce que c'est plate de se retrouver à acheter une bouteille d'eau parce qu'on a vraiment soif alors qu'on en a une bouteille réutilisable. C'est vraiment plate. Ça arrive, là, si on peut l'éviter. Conserver ses aliments, cuisiner ses restes. Alors, il y a des petits outils pour ça. Sauve ta bouffe, c'est un site qui a été fait par les Amis de la Terre, c'est excellent. Vous rentrez le nom de l'aliment que vous avez peur de perdre ou que vous ne savez pas comment conserver, puis ça vous donne des trucs et astuces. Et puis, j'ai découvert récemment Chic Frigo sans fric, qui est difficile à dire, mais qui est très pratique. C'est aussi un blog sur lequel il y a des trucs pour réutiliser vos restes. Et puis, l'autrice du blog, dont je ne me rappelle pas du nom. Bon, je regarderai dans mes notes tout à l'heure. Donc, l'auteur du blog, vous pourrez aller voir. De toute façon, elle a écrit un livre aussi que je viens d'emprunter à la bibliothèque, ce que je vous encourage à faire, Zéro déchet, à moins que vous réutilisiez vraiment beaucoup votre livre. Elle avait un livre qui parle de plusieurs vies au reste, parce que souvent, c'est vrai que c'est ça qui est plate, ça ne nous tente pas de manger la même chose 5 jours de suite. Donc, elle a fait des nouveaux plats avec les restes, ce qui est une super bonne idée pour nous permettre de tout manger sans rien gaspiller. Profiter de son réseau, le jackpot. Moi, mes 2 derniers cellulaires sont des cadeaux de des amis qui avaient des cellulaires dans des tiroirs qu'ils n'utilisaient pas. Donc, je vous encourage, même pas besoin de quêter. J'ai juste parlé à des gens leur disant qu'il fallait que je remplace mon cellulaire, puis ils m'ont proposé comme ça. Ah oui, j'en ai un. Même chose avec les vêtements. Je vous ai parlé d'échange de vêtements. Donc, parler aux gens. Une amie qui m'a donné une mixette parce qu'elle en avait 2, parce qu'elle déménageait avec son chum. Juste parler aux gens de la vie et des fois de ce qui vous manque à la maison. Si vous n'êtes pas trop pressé, vous n'en avez pas besoin d'ici demain, souvent, les gens ils ont des choses pour vous parce que les gens ont beaucoup de choses. Buy for Life, ça c'est un ami de Montréal, je l'ai mis en anglais parce qu'il me l'a dit en anglais, c'est tellement plus cool en anglais. Donc, c'est acheter pour la vie. Donc, quand lui, il me disait « Ah, je ne suis pas zéro déchet, je n'achète pas usagé, mais quand j'achète quelque chose, je me fais un fichier Excel, puis je regarde tous les meilleurs choix, puis j'achète celui qui est durable et souvent, quand il peut, qui est garanti à vie par l'entreprise. Donc, évidemment, si c'est garanti à vie, c'est bon signe que le produit est durable. Le chemin vers le vrac, il y en a beaucoup qui ont peur du vrac parce que c'est vrai que ce n'est pas encore facile. Et puis là, il y a des épiceries qui avaient ouvert des sections de vrac qui les ont fermées. Par contre, les petites boutiques de vrac sont encore ouvertes pendant le COVID et puis ils ont resserré leurs mesures sanitaires. Donc, c'est vraiment très, très sécuritaire d'y aller. Et puis, souvent, ils remplissent pour vous ou bien ils vous fournissent vraiment tout le matériel pour vous assurer que c'est salubre. En plus, comme c'est des petites entreprises, c'est plus facile pour eux de gérer justement, gérer tous les achats. Donc, c'est encore plus, à mon sens, c'est peut-être encore mieux qu'une épicerie. Mais c'est sûr que je suis vendue parce que moi, j'achète en vrac. Et puis, j'adore ça parce que ça me simplifie la vie aussi parce que je m'arrange pour tout acheter presque à la même place. Un endroit pour le vrac, puis un endroit pour les fruits et légumes, à peu près. Les paniers des fermiers de famille, ça aussi, ça vient pas très emballé ou pas emballé du tout. Pardon, pas emballé du tout. Et puis, c'est local, donc ça ne produit pas de déchets au niveau des combustibles fossiles. Mais moins, parce que c'est plus près de nous. Puis, il y a des gens qui pensent que les paniers des fermiers de famille, c'est pas toute l'année, mais je vous rassure, c'est toute l'année. Il y en a qui ont des paniers d'hiver. Donc, il y a moyen d'avoir des légumes, des fruits et légumes toute l'année avec eux. C'est sûr que c'est moins diversifié là, durant l'hiver. Mais c'est ça, pour avoir un panier, il faut juste aller sur le site, là, c'est justement fermierdefamille.ca ou .com. Je pense que c'est .com. Les loisirs zéro déchet. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, je me perds sur l'Internet et les réseaux sociaux alors que je pourrais faire des choses plus
productive, mais j'essaie de m'améliorer à ce sujet-là. Puis je trouve que justement, avoir des loisirs, ça fait varier nos loisirs. Peut-être pas renoncer à Twitter, Facebook et Instagram ou TikTok pour les plus jeunes, mais essayer de varier les plaisirs puis d'aller faire un peu apprendre des choses différentes. La cueillette, bon, ça vient pas mal de finir, mais tu sais, tout l'été, l'automne, les pommes, il reste encore des pommes, des citrouilles. Alors que la cueillette, c'est un loisir qui est toujours le fun. On est dehors, on choisit nous-mêmes nos fruits, nos légumes. La couture, bon, je ne suis pas une experte, mais faire un bas de pantalon, c'est quand même pratique. Le tricot, la mécanique, c'est des belles capacités à avoir. Il y a moins que ce soit très plaisant, puis en plus, c'est utile, ça économise de l'argent. Ça permet de réparer les choses au lieu de les jeter. Et puis, dématérialiser votre vie. Moi-même, je suis très fan de papier et crayon. J'ai toujours un carnet avec moi. Par contre, il faut se le dire, c'est quand même pratique de noter des choses dans notre téléphone cellulaire. Il y en a qui vont dire qu'il y a quand même un coût environnemental, et c'est vrai. Par contre, un cellulaire qu'on a déjà, si on prend des notes dessus, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Bon, on pourrait dire en termes d'usure, mais ce serait un peu pousser la réflexion. Ce serait un peu une économie de bout de chandelle rendue là, une fois qu'on l'a, puis qu'on a de l'électricité. Puis l'avantage, moi, je note ma liste d'épicerie dessus. Ça me permet de ne pas perdre mes bouts de papier un peu partout et de l'avoir avec moi. Parce qu'on va se le dire, notre téléphone, on le garde proche maintenant. Alors ça, c'était pour mes astuces préférées. Maintenant, quelques mythes sur le zéro déchet. Donc, le premier mythe que j'ai décidé d'aborder, c'est le compost, c'est compliqué. Il y a des gens qui ne veulent pas faire du compost parce qu'ils trouvent que c'est compliqué. C'est sûr qu'à Québec, si on est en appartement, il n'y a pas de compost avec la ville, à part le compost communautaire avec Crack Bitume qui vaut vraiment la peine. Moi, je vous encourage à vous inscrire sur leur liste d'attente qui est, oui, très longue, mais plus on est des gens qui s'inscrivent, plus on démontre notre intérêt à la ville qui va ouvrir plus de sites à cause de ça. Sinon, petite gorgée d'eau. Si vous avez un terrain chez vous, du compost avec une bâche par-dessus, pas besoin de composteur. Mettez une bâche parce que sinon, il y a des petits animaux qui vont venir manger votre compost. Mais ça se fait. Sinon, il y a aussi, évidemment, vous pouvez vous acheter ou vous fabriquer une compostière. Le mode de vie zéro déchet coûte plus cher. Je l'ai entendu quand même souvent à cause que les gens qui comparent les prix en épicerie au Costco, pour ne pas le nommer, et les boutiques en vrac trouvent que c'est plus cher les aliments. Mais c'est vrai que les aliments dans les boutiques en vrac coûtent plus cher que si vous allez à l'épicerie en général et au Costco en particulier. Mais pour moi, le zéro déchet, comme c'est global, je me rattrape sur autre chose. Je vous ai parlé beaucoup de l'achat d'usagers, je vous ai parlé d'emprunter à des gens, échanger. Donc, à ce moment-là, ce qu'on perd un peu en alimentation, on va le gagner ailleurs. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, les boutiques d'alimentation en vrac, bien, ils vont aussi dans le local, ils vont aussi dans l'équitable. Donc, le bio. Donc, il y a d'autres éléments qui sont ajoutés aussi qui sont intéressants selon vos intérêts. Puis, il faut se rappeler que moi, en fait, je parlais du Costco parce que je trouve que c'est une option intéressante pour le zéro déchet pour les grosses quantités. Parce que des fois, il y a tellement des grosses quantités que c'est les mêmes sacs que les boutiques en vrac achètent. La seule chose que je vous encourage à ne pas faire, c'est aller chez Costco acheter plein de formats individuels qui sont emballés par-dessus, finalement. Être zéro déchet, ça prend plus de temps. Cuisine, fabrication de produits, planification. Donc, la planification, ça vous aide à sauver du temps. C'est vrai que la cuisine, ça peut vous en prendre plus. Par contre, des fois, ça vous sauve quand même des allers-retours à l'épicerie si vous vous organisez pour faire ça à la maison. Donc, au final, ça ne devrait pas vous prendre beaucoup plus de temps. Le moment que ça va vous prendre plus de temps, être zéro déchet, c'est quand vous faites les changements et que vous n'êtes pas encore confortable dans votre routine. Mais après ça, ça fait partie de votre vie. Même si ça vous prend quelques minutes de plus, vous ne le remarquerez pas nécessairement parce que ça va être juste dans votre routine, vous allez vous être adapté. Si c'est un changement que vous voulez faire. Le zéro déchet individuel, ça ne sert à rien. Ce sont les entreprises qui doivent changer leurs pratiques. Ça aussi, je l'ai entendu. C'est vrai qu'on est une goutte d'eau dans l'océan de ce qui pourrait être fait par les entreprises, les gouvernements et tout le reste du monde. Par contre, ça, c'est ma croyance à moi que pour embarquer dans un mouvement, il faut qu'on le fasse pour se sentir investi,
aussi dans le zéro déchet, il faut qu'on fasse du zéro déchet, il faut qu'on voit comment ça marche nous-mêmes chez nous pour comprendre un peu mieux l'effort que ça représente pour les autres, puis globalement pour les entreprises et les gouvernements aussi. Donc, pour moi, c'est une étape, le zéro déchet individuel, pour aller vers le zéro déchet qui va être plus collectif, pour ensuite, justement, inciter les gouvernements et les entreprises à faire des changements. Quand nous, on a fait le changement, on se sent beaucoup plus sécure de demander aux autres de le faire aussi. Et puis, évidemment, plus on est nombreux à faire des changements, plus le poids va être grand sur nos gouvernements, plus ça va être facile de mettre des changements en place. Avec une famille, il est impossible d'être zéro déchet. Il y a plusieurs blogs qui contredisent cette affirmation, mais je l'ai déjà entendu. C'est certain qu'avoir une famille par rapport à être une personne seule, ça représente plus de défis parce qu'il y a déjà beaucoup plus de responsabilités quand on est un parent avec une famille. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que les effets sont aussi plus intéressants parce que si vous êtes zéro déchet dans votre famille, vous prenez des défis à votre mesure. De toute façon, ce n'est pas une compétition, mais vous avez aussi une influence sur les autres membres de votre famille, sur vos enfants qui vont intégrer ces pratiques-là dans leur vie. Donc, c'est quelque chose qui, à long terme, vaut vraiment la peine aussi. Donc, oui, peut-être que vous en faites moins, mais ce que vous faites, ça vaut vraiment la peine parce que vous le faites à plus grande échelle, finalement. Le piège du zéro déchet individuel. Donc, j'ai mis ça parce que je la trouvais drôle. Donc, oui, c'est drôle parce que c'est une caricature qui est sortie en 2019 de Côté, qui riait un petit peu là, du marketing zéro déchet, qui essaie de vendre le zéro déchet, mais qui vend plein de bébelles zéro déchet qui, au final, ne sont pas zéro déchet. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant ici, c'est que oui, c'est suremballé. Donc, la personne qui essaie d'être zéro déchet, elle n'est pas zéro déchet en achetant quelque chose d'aussi emballé. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille, il y a aussi l'entreprise ici qui vend un livre zéro déchet super emballé. Donc, à ce moment-là, oui, la personne n'aurait peut-être pas dû acheter ce livre-là, peut-être pas dans ces conditions-là, mais la personne en question peut aussi revenir à l'entreprise et demander « Hey, comment ça se fait que vous vendez un livre zéro déchet aussi emballé? » Donc, à ce moment-là, il y a aussi l'entreprise qui a à faire ses devoirs. Puis à nous de faire remarquer quand on peut, quand on est confortable de le faire aux entreprises que ça pourrait être plus cohérent ou peut-être un peu mieux, tu sais. Alors, le zéro déchet collectif, j'ai beaucoup parlé du zéro déchet individuel. Comme je vous disais, moi, je le vois comme une étape vers le zéro déchet collectif. Donc, le zéro déchet collectif, j'ai mis l'image du Canada parce que je vais vous parler des bons coups au Canada. Donc, ce n'est pas parce que je suis une ardente fédéraliste, c'est juste parce que j'ai parlé du Canada. Donc, les bons coups, on a plusieurs endroits, plusieurs municipalités qui ont fait des bonnes choses. Bien là, dernièrement, il y a le Canada, le gouvernement canadien qui a décidé de bannir certains plastiques à usage unique, donc 6 items de plastique d'ici 2021. En fait, en 2021, si je ne m'abuse. Il y a aussi Montréal qui a promis de bannir du plastique à usage unique. Donc, vraiment, là, un effort ou une volonté qu'on peut percevoir. Le gouvernement du Québec devrait mettre en place la consigne du verre. Donc, partout ailleurs au Canada, il y a une consigne du verre, à part le Manitoba et le Québec. Mais le gouvernement du Québec a prévu le faire d'ici fin 2022. Là, c'était avant la COVID. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est certain que c'est quelque chose qui est attendu depuis longtemps, puis un grand appui de la population pour le faire, qui va permettre de vraiment récupérer le verre plutôt que ce soit mélangé avec toutes les autres matières là, dans le bac de récupération. Il y a des villes qui font la collecte de matières putrescibles de nos résidus tables pour faire du compost. Il y en a plusieurs. Il y a Gatineau, il y a Montréal, il y a Lévis, juste à côté. À Québec, ce n'est pas encore le cas, mais c'est ça, la récupération de matières putrescibles pour faire du compost, c'est un très bon geste zéro déchet. Évidemment, ça vide nos poubelles, puis ça sert à faire une matière qui est valorisée, réutilisable par tous. Et puis, il y a une municipalité pas loin de Montréal qui a mis une pratique qui est super, qui est quand même controversée, mais très intéressante, qui s'appelle le principe utilisateur-payeur, mais pour les poubelles. Donc, il y a plusieurs grosseurs de poubelles et les gens paient au prorata de leur grosseur de poubelle. Donc, je ne sais pas comment l'expérience se passe, mais ça fait plusieurs années déjà qu'ils font ça. Et puis,
c'est intéressant parce qu'évidemment, ça réduit la quantité de déchets que les gens vont jeter parce qu'ils vont réfléchir. Puis, quand on vient toucher le portefeuille des gens, ça les incite à faire des vrais changements. Les moins bons coups, je vous ai mis une photo de Québec parce que, bon, on n'a pas l'apanage. On ne fait pas seulement des mauvais coups à Québec, là, les moins bons coups, mais je voulais parler de 2 moins bons coups parce que je viens de Québec, puis évidemment, c'est plus dans ma cour, donc je les connais plus. Donc, il y a le fameux incinérateur. Évidemment, nous, on brûle nos déchets à Québec. C'est pas du tout l'idéal parce qu'on rejette des polluants. Et puis là, dernièrement, la Ville a décidé de vendre la vapeur de l'incinérateur à un hôpital. Donc, la Ville se met dans un conflit d'intérêts de cette façon-là parce qu'elle va avoir beaucoup moins d'incitatifs à encourager sa population à réduire leurs déchets, alors que ces déchets-là leur servent à faire de l'argent. Donc, c'est ça, ils se placent en conflit d'intérêts, donc c'est dommage à ce moment-là. Et puis, évidemment, l'incinération, c'est polluant. Donc, il faudrait vraiment valoriser tout ce qui vient avant plutôt que de miser sur l'incinération comme un moyen de faire de l'argent et de faire du profit. Donc, c'est ma petite parenthèse pour ça. Sinon, il y a la biométhanisation qui, là, s'en vient très bientôt, puis qui moi, me questionne beaucoup, là, et le mouvement dans lequel je m'implique aussi. Parce que ça coûte très cher, là, ça va coûter 190 millions si les coûts ne sont pas dépassés, comme on sait que ça arrive des fois. Et puis, la biométhanisation, on n'a pas tant de garanties que ça va bien fonctionner. L'usine de biométhanisation qui ressemble le plus à ce qu'on va avoir, mais en plus petit, c'est à Rivière-du-Loup. Puis, ça a été construit en 2016 là-bas, puis ils n'ont toujours pas réussi à le faire fonctionner pour vendre leur gaz naturel qui est produit par la biométhanisation. Donc, c'est sûr que ça questionne. On se demande pourquoi le compost n'a pas été choisi alors qu'il est fait partout, à beaucoup d'autres endroits, puis que ça fonctionne très bien pour d'autres villes. Donc, c'est une histoire à suivre. On va voir ce qui va se passer avec ça, mais c'est certain que ce choix-là pose beaucoup de questions au niveau de la gestion des déchets. Alors, en conclusion, pour revenir un petit peu au cœur de ce dont j'ai parlé, le meilleur geste zéro déchet, c'est celui que vous faites longtemps. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Comme je vous ai dit, on essaie de viser quelque chose d'un peu efficace. Mais après, vous faites votre geste. Puis si vous réussissez à le faire longtemps, c'est là que ça vaut la peine, si vous réussissez à le maintenir dans le temps. Puis tout commence dans la tête, c'est-à-dire la première catégorie dont j'ai parlé, c'est-à-dire repenser. Si vous repensez, vous allez utiliser plus qu'est-ce que vous avez chez vous. Vous allez réfléchir plus à chaque geste. Oui, chaque acte de consommation. C'est sûr que c'est plus lourd intellectuellement, puis des fois, on n'a pas le goût de faire ça, mais quand ça devient aussi un réflexe, puis ça fait partie de notre quotidien, ça devient aussi moins lourd. Se rappeler que le zéro déchet, 0, là, c'est un objectif inaccessible. Non, je ne pèse pas mes poubelles à la maison, mais c'est un chemin essentiel, c'est-à-dire aller vers le zéro déchet. Ça, c'est important. C'est comme dire, en fait, c'est impossible d'éliminer la souffrance dans le monde, donc ça ne sert à rien de combattre la souffrance. Ce n'est pas une bonne réflexion à avoir. On va quand même essayer de la diminuer autant que possible. C'est un peu la même façon de penser pour moi, le zéro déchet. Et puis, évidemment, se rappeler que personne n'est parfait, donc on fait de son mieux. Je vous ai mis une image de chips parce que les chips, ça ne s'achète pas en vrac. Donc, j'achète encore des chips. J'essaie de faire de mon mieux parce que ça ne se recycle pas non plus pour les utiliser pour mettre la litière de mon chat, mais ça fait un déchet. Donc, ça fait un déchet. On fait de son mieux, puis on essaie de continuer les gestes positifs qu'on fait. C'est tout. Donc, voilà, c'est pas mal fini pour moi. J'aimerais savoir si vous avez des questions. Je vais fermer ça, puis je veux vous voir la face, puis je veux vous entendre si vous avez des choses à dire. Moi, j'aurais une question par rapport au sac de plastique que tu parlais au début. Oui. Dans le fond, tu disais que la Ville de Québec ne le recyclait pas ou que tout simplement, ou qu'une autre ville les recyclait, mais ils nous proposent toujours de les mettre tous dans une espèce de méga sac à sac parce que c'est beaucoup plus recyclable comme ça, mais c'est faux, finalement. En fait, c'est que les sacs de plastique à la Ville de Québec, je pense qu'ils ont déjà été recyclés, mais c'est par centre de tri que ça se décide, puis maintenant, par recycleur.
Je pense qu'il n'y a plus d'acheteurs maintenant pour les sacs de plastique comme ça. Mais pour pas que ça se prenne dans les engrenages des centres de tri, ils veulent qu'on le mette dans un gros sac pour éviter que ça brise la machinerie, mais ce n'est pas parce qu'ils vont être recyclés, malheureusement. Pour l'instant, il n'y a pas de débouché. Puis aussi, je pense qu'ils veulent développer l'habitude. Si un jour, ils ont un acheteur ou ils ont quelque chose à faire avec, les gens vont avoir déjà pris l'habitude de les mettre dans le recyclage. Et pour l'instant, là, tout de suite, ça ne se passe pas. OK. Merci. J'aimerais compléter, Émilie. En fait, j'ai déjà posé la question à un responsable en tout cas, un des responsables de la ville, puis sa réponse a été que c'est transformé en valeur énergétique. Je me suis dit où était la valeur énergétique, puis qui la transformait, mais en fait, essentiellement, c'est que c'est le... j'ai déjà lu un article qui dit qu'au Québec, on ne recycle pas, il n'y a plus d'usine de recyclage de ce type de plastique qui opère au Québec actuellement. OK. Merci, Martial. D'autres questions, commentaires? Pas d'insultes? Oui, j'aurais une petite question par rapport au compostage. Yes. Moi, je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans, j'avais lu que le fait, mettons, de pouvoir bénéficier d'un bac à compost chez soi peut nous apporter engendre plus de déchets, en fait, parce qu'on se dit, ça va tout dans le compost de toute façon, puis c'est bon, puis on n'a pas besoin de le réutiliser, par exemple, ou optimiser nos aliments. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des recherches ou des articles que tu avais lus là-dessus, Émilie. Bien, j'ai pas lu sur ce sujet-là en particulier pour le compost. Mais c'est un peu ce qui se passe aussi avec l'incinération. Mais c'est ça se peut que ça se produise. En fait, c'est humain là, de se dire, ah, j'ai une manière de l'utiliser qui est correcte, fait que je ne ferai pas les étapes qu'il y a avant. Mais tu sais, il faut se rendre compte quand même que c'est beaucoup d'énergie qui est mise mettons, dans une pomme qu'on fait pousser, qu'on utilise plein de pesticides, qu'on utilise plein d'énergie pour faire pousser. Si au final, il n'est pas utilisé pour être consommé pour nous donner de l'énergie, mais juste mis dans le compost, on gaspille beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources qu'on a mis dedans finalement pour le mettre dans le compost. Mais c'est sûr que ce n'est pas intuitif puis qu'on a tendance à se dire « Ah, c'est du compost, fait que c'est correct, je peux mettre tout ce que je veux dedans. » Un peu comme on se dit « Ah, mais c'est de l'incinération, ça disparaît de toute façon. C'est pas vraiment grave. » Alors que quand c'est un centre d'enfouissement, bien là, on voit beaucoup plus la quantité de déchets qu'on produit et qu'on a tendance à faire plus attention. Fait que ça peut être un effet secondaire, mais je n'ai pas rien lu là-dessus. Mais ça me semble intuitivement, ça se peut. C'est à nous d'être vigilants. Autre chose? Moi, je me demandais, y a-t-il vraiment quelque chose de négatif contre un incinérateur versus un centre d'enfouissement? Parce que tu disais, on va toujours générer des déchets à un certain point. Des déchets ultimes, oui. Ouais, donc, est-ce que c'est mieux l'incinérateur ou, tu sais, pour moi, même si c'est négatif, au moins on prend un espace donné, puis oui, on rejette des polluants, mais ça ne prend pas un grand territoire pour enfouir tous ces déchets-là. Bien, en fait, ça, c'était dans la conférence de l'année dernière avec Karel Ménard. L'année dernière ou l'année d'avant? Il en parlait de ça, qu'en fait, ce qui est intéressant avec l'enfouissement, c'est que, ben, comme le petit bonus, on va dire, là, ce serait qu'en fait, on pourrait éventuellement récupérer les matières si jamais on découvrait des débouchés plus tard, alors qu'en les brûlant, on les perd corps et biens. Puis, ben, en fait, dans les centres d'enfouissement modernes, ils récupèrent aussi le méthane, donc ça ne s'évapore pas dans l'atmosphère, donc ça fait moins de gaz à effet de serre. Donc, sont dans les sites d'enfouissement technique qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est vraiment mieux que ce que c'était avant aussi. Donc, c'est ce que j'ai vu comme point positif pour l'enfouissement. Alors que c'est ça. Moi, l'incinération, le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a jamais zéro polluant. Il y a toujours des polluants qui s'évaporent. Puis, pour moi, il y a l'effet aussi de « Ah, ça ne dérange pas parce qu'ils disparaissent », qui joue beaucoup. Mais je ne sais pas à quel point la différence est grande rendue là, rendue aux déchets ultimes. C'est juste qu'il faudrait vraiment que ce soit juste les déchets ultimes qui se rendent, peu importe ce style-là, mais qu'est-ce qui va nous pousser plus à faire moins de déchets? Un incinérateur ou un site d'enfouissement? Puis moi, j'ai l'impression que le site d'enfouissement nous donne plus un wake-up call pour réduire nos déchets que l'incinérateur. Mais ça, c'est mon avis. C'est bon. Merci. Autre chose?
Je suis en train de regarder un petit peu ce que vous avez écrit dans le chat. Il n'y avait pas trop de questions, c'est bien. Ouais, Alexandre. Dans le fond, il y a Alexandre qui avait levé sa main sur la liste des participants. OK. Alexandre? J'ai pris la parole bien avant, juste que j'ai oublié ça. OK, mais dans ce cas-là, je peux faire un complément d'information sur la question d'Antoine. C'est que l'incinérateur, dans le fond, il vient diluer les toxicités des matières en les transformant en gaz, puis en même temps les concentrer dans les cendres qui se retrouvent au fond. En fait, les cendres, l'incinérateur, c'est pas tout qui sort par la cheminée, là, comme un foyer de bûche. Là, il y a des résidus, des cendres à la toute fin. Et puis ça, c'est tellement toxique, en fait, que le site doit absolument être opéré par le gouvernement parce que sinon, il serait classé comme illégal. C'est des dalles de béton qui sont coulées avec en fait, tous les résidus. Puis ça, c'est vraiment d'une très, très haute toxicité. Donc, c'est des matières qui sont très concentrées. Dans le cas des gaz, ça fait un panache de fumée qui va rouler puis qui va créer, dans le fond, des désagréments en habitant proche de l'incinérateur. Mais tu sais, ça se rend jusqu'à Saint-Sauveur ou dans Vanier ou c'est quelque chose qui va avoir des retombées puis qui crée des injustices sociales au niveau des gens qui habitent près des équipements, alors que les gens qui habitent plus loin, ils se sentent moins concernés puis ils vont polluer plus. Merci, Mathieu. Est-ce qu'il y avait... Oui. Émilie, si tu me permets, je ferai un complément sur Mathieu, parce qu'on travaille ces dossiers-là depuis longtemps ensemble. Il y a des éléments aussi. La Ville se prépare à nous dire qu'elle va rendre conforme l'incinérateur. Ça fait juste 40 ans qu'il opère, là, puis ils vont le rendre conforme aux normes actuellement. Les normes ne veulent pas dire la sécurité pour les citoyens. Si je vous rappelle l'histoire des entrées au plomb dans la Ville de Québec il y a 1 an, les normes d'il y a 1 an permettaient rendaient acceptables les entrées au plomb. Mais on a changé les normes et les normes ne sont plus acceptables et on va même mettre des amendes aux gens qui vont refuser d'échanger. La Ville va investir 10 millions là-dessus. L'histoire est importante parce que de Lancet explique qu'il n'y a pas de norme minimale à la pollution. Lorsque les populations sont exposées, même à faible dose, pendant une très longue durée, ils sont sujets ils ont des impacts sur leur santé par rapport aux effets de pollution. Donc, la meilleure solution, ce n'est pas ni l'incinération, ni l'enfouissement, c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en place, zéro déchet, c'est-à-dire il faut faire un tri avant l'incinération. C'est-à-dire qu'on doit réduire, moi j'emploie souvent l'expression, on doit affamer l'incinérateur. Et on doit récupérer les matières qui sont réemployables, réutilisables dans un circuit, dans un événement circulaire essentiellement. Donc, mais effectivement, Mathieu l'a souligné, on paye, nous, actuellement, la Ville de Québec, nous, contribuables, on paye pour que la Ville produise des déchets ultimes, des déchets qui ne seront jamais utilisables. On détruit la matière. Donc, on paye pour détruire de la matière que la planète a mis des milliards d'années à produire. Puis cette matière-là, on ne pourra jamais la remplacer. Donc, c'est bête c'est tout à fait bête ou c'est tout à fait illogique. Donc, nos taxes servent à créer des déchets ultimes, puis nos taxes, ils servent à créer de la pollution qu'on disperse sur une surface de 40 km le long du panache de fumée de l'incinérateur. Merci, Marcel. Excusez pour l'apôtre. Non, mais tu nous amènes de l'information, c'est pratique. Alors, est-ce qu'il y avait une dernière question ou on déclare cette présentation, discussion terminée? C'est votre dernière chance là, pour toujours. Parfait. Merci beaucoup, Émilie. C'était vraiment une bonne présentation. Oui, bravo. Merci. Écoutez, j'ai partagé sur le chat la liste de trucs et astuces que moi j'ai créées. Ce n'est pas exhaustif, évidemment. Vous pouvez en rajouter. Moi, je vous invite à faire votre propre liste de choses que vous pourriez faire, puis après de choisir les choses que vous pouvez faire, puis celles que vous voulez faire. Puis,
j'espère vous recroiser dans le monde du zéro déchet. Il y a tellement de choses à dire et à faire. Je pense que c'est bien qu'on soit toutes là-dedans ensemble. Merci, Émilie, c'est très intéressant. Merci, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Bye bye. Je ne sais pas comment faire pour l'envoyer.